Bonjour et bienvenue dans cette présentation consacrée aux éléments actifs. Tout d'abord, la diode. La diode est composée généralement de silicium, dont on a modifié localement les propriétés en ajoutant des atomes étrangers au silicium, de façon à modifier les propriétés électriques des deux zones qu'on appelle ici zone P et zone N. Le comportement de la diode est le suivant. Si on applique une tension positive à la diode, on aura, à partir d'une certaine tension, un certain courant qui va s'établir. Si au contraire, on applique une tension négative, le courant, lui, sera pratiquement nul. On a donc un dispositif qui fonctionne en quelque sorte comme un portillon qui permet dans un sens de faire passer le courant et dans l'autre sens qui empêche le passage du courant. Les applications des diodes sont les suivantes. On peut l'utiliser tout d'abord pour convertir une tension alternative en une tension continue avec le montage illustré ici. Si la tension UE est positive, donc la tension d'entrée est positive, un courant peut s'établir à l'intérieur de la diode. Ce courant va charger la capacité de façon à obtenir une tension US. Lorsque la tension d'entrée devient négative, le courant ne peut plus passer à travers la diode et le condensateur va se décharger dans la résistance, et si sa valeur est suffisamment grande, sa fonction d'accumulateur va faire que la tension US reste pratiquement constante. Lorsque la tension redevient positive à l'entrée, le courant peut de nouveau circuler, des charges peuvent donc être injectées dans le condensateur et la tension US va rester constante. En résumé, on a donc une tension alternative à l'entrée et une tension continue à la sortie. L'inconvénient de ce montage réside dans le fait qu'on utilise en réalité qu'une seule des alternances du signal qu'on applique à l'entrée. On a modifié ce schéma, il existe différentes variantes, celle-ci étant la plus connue, qui permet d'exploiter au mieux les deux alternances du signal. Si la tension est positive, le courant peut circuler de cette façon. On passe par cette dernière diode pour revenir à la tension d'entrée. Lorsque la tension est négative, le courant va passer cette fois-ci de la façon suivante. C'est donc la borne inférieure de la tension qui sera positive cette fois-ci. Donc le courant va passer de cette façon ici, passer dans le circuit composé de la résistance et du condensateur, revenir ici vers la borne haute de la tension d'entrée. Donc on a un système qui fonctionne en quelque sorte comme un aiguillage. Dans un sens, ce qui est dessiné en rouge, le courant passe par les diodes marquées en rouge. Lorsque la tension est négative, le courant passe par les deux autres diodes. Ça permet ainsi d'exploiter les deux alternances positives et négatives du signal appliqué à l'entrée. Même constatation que sur le montage précédent, à l'entrée un signal alternatif et à la sortie un signal continu. Avec juste une nuance, c'est que la masse du signal d'entrée n'est pas la même que la masse du signal de sortie. Le transistor bipolaire est un assemblage de deux jonctions PN, donc de deux diodes, comme nous venons de le voir, avec une particularité. L'épaisseur de cette zone ici, de la zone P intermédiaire, doit être la plus faible possible pour que l'effet transistor soit réalisé. C'est un élément qu'on commande en appliquant une certaine tension entre l'électrode qu'on appelle la base et l'autre électrode qu'on appelle l'émetteur. Cette tension va générer un courant dans la zone base émetteur et par un principe d'amplification, générer un courant plus important entre l'émetteur et le collecteur.
Sans entrer dans le détail, parce que cet élément est utilisé de moins en moins actuellement en électronique, relevons simplement que la structure NPN est une structure possible, l'autre étant une structure PNP. Le transistor à effet de champ, JFET, lui est composé d'une partie de silicium P dans laquelle on a réalisé le profil suivant N. Cet élément fonctionne donc comme une diode entre la source et la grille ou entre le drain et la grille. Son schéma est le suivant. Exactement comme pour le bipolaire, on peut imaginer une structure inverse, c'est-à-dire où la zone source-drain serait réalisée en P et la zone de la grille serait réalisée en N. Sans entrer dans le détail non plus, mais le fonctionnement de ce dispositif est le suivant. On applique une tension négative sur la grille par rapport à la source, de façon à faire bloquer la diode réalisée entre la zone N et la zone P. Ce faisant, on peut montrer qu'on diminue la surface équivalente de la zone ici entre le drain et la source qu'on appelle le canal, et en diminuant cette épaisseur, on augmente la résistance entre la source et le drain. On a donc en quelque sorte une résistance commandée par la tension de grille. Le problème technique est que la tension de grille doit être négative par rapport à la source. On a donc imaginé d'autres structures, celle du mousse à appauvrissement par exemple, qui reprend exactement le même principe, mais où on a ajouté la grille par-dessus la zone du canal. Ça permet d'obtenir exactement les mêmes caractéristiques que sur le JFET, mais avec l'avantage supplémentaire que la grille est complètement isolée du canal, donc on n'a plus une jonction qui va se mettre à conduire dès que la tension sur la grille devient positive. Ici aussi, l'élément peut être décrit dans une variante où on aura une zone P et une zone N plutôt qu'une zone N et une zone P. On parle d'éléments complémentaires. Le mousse à enrichissement, qui est le transistor actuellement le plus utilisé dans toutes les applications électroniques, est le suivant. Il a une structure très proche du mousse précédent. La seule différence, c'est qu'on a complètement isolé la source du drain. Si on applique une tension positive sur la grille, on a des électrons qui vont se faire attirer juste sous la partie de la grille. Et si ces électrons sont en nombre suffisant, on va créer un passage ici, juste sous la grille. Donc, on va réaliser une jonction entre la source et le drain. Donc, le courant va pouvoir circuler entre la source et le drain. Son symbole est le suivant. Ici aussi, on peut évidemment imaginer la structure inverse où les zones N de la source et du drain seront remplacées par une zone P et la zone ici qu'on appelle le substrat sera réalisée avec une zone N. Le principe d'amplification. Tous les transistors que nous avons rapidement décrits ont une caractéristique qui ressemble à celle-ci, avec un éventuel décalage sur l'axe horizontal. Mais dans tous les cas, une variation de la tension appliquée sur l'électrode de commande, c'est-à-dire la base pour le bipolaire, la grille pour les transistors à effet de champ, va pouvoir commander un courant entre les deux autres électrodes de l'élément. La caractéristique ici peut être modélisée par différentes fonctions, tout dépend le modèle du transistor, mais dans tous les cas, on a un accroissement du courant lorsque la tension d'entrée s'accroît. Pour comprendre le phénomène d'amplification, supposons que nous placions la tension d'entrée à un certain potentiel fixe et que nous fassions des variations autour de ce potentiel fixe. Si la tension d'entrée diminue, nous allons descendre le long de la courbe. Par contre, si la tension d'entrée augmente, nous allons augmenter le courant à l'intérieur du dispositif. Le transistor fonctionne donc comme un élément qui fournit un courant en fonction des variations de la tension d'entrée. Pour obtenir une tension à la sortie du montage, nous allons connecter une résistance sur la source de courant
que produit le transistor. Rien n'empêche de choisir cette valeur de résistance de façon arbitraire, dans certaines limites en pratique. Dans tous les cas, il est possible de choisir une valeur de résistance telle que le produit résistance fois variation du courant donne une amplitude plus grande que l'amplitude du signal présent à l'entrée. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'amplification, puisque les variations de la tension de sortie seront plus grandes que les variations de la tension d'entrée. Ce qu'on appelle un gain en tension, puisque les variations sur la tension de sortie seront plus grandes que les variations sur la tension d'entrée. Une autre façon d'utiliser le transistor, notamment le transistor MOS, c'est le mode de commutation, qui est celui qu'on utilise abondamment dans tous nos PC, dans tous les téléphones portables, bref, dans tous les dispositifs qui fonctionnent de façon numérique. De façon simplifiée, les deux variantes du transistor MOS peuvent être représentées par un interrupteur commandé par la tension appliquée sur la grille. Si la tension, en prenant le cas du NMOS ici, si la tension appliquée sur la grille est basse, l'interrupteur est ouvert. Si la tension appliquée sur la grille est élevée, l'interrupteur est fermé. De façon concrète, très souvent, un dispositif microélectronique comme un microcontrôleur ne peut pas fournir suffisamment de courant pour commander une charge, typiquement un moteur. Dans ce cas-là, on utilise un transistor MOS qui va nécessiter aucun courant pour la commande et qui va fonctionner comme interrupteur, c'est-à-dire que si le microcontrôleur donne un état logique haut, typiquement la tension d'alimentation, le transistor va conduire, donc un courant va s'établir dans la charge. Si le microcontrôleur donne un état logique bas, typiquement la tension nulle, le transistor fonctionne comme un interrupteur ouvert et la charge n'est parcourue par aucun courant. Donc le transistor MOS fonctionne comme un interrupteur commandé par le microcontrôleur. Dans certains cas, il est nécessaire de pouvoir faire aller le courant non seulement du positif vers la masse, mais aussi dans l'autre sens. C'est typiquement le cas des moteurs où on souhaite pouvoir les faire fonctionner dans les deux sens. Dans ce cas-là, on utilise un montage qu'on appelle le pont en H, légèrement plus compliqué, mais qui fonctionne de la façon suivante. On fait conduire par exemple le transistor P ici et le transistor N ici, ce qui permet de faire circuler un courant de la gauche vers la droite dans la charge, ou, à l'inverse, on fait conduire ce transistor P et ce transistor N de façon à avoir le courant en sens inverse dans la charge. Ceci permet donc de faire tourner le moteur soit dans le sens horaire, soit dans le sens anti-horaire. Voici comment se présentent ces différents éléments. La diode ici en technique discrète ou ici en technique intégrée. Les transistors ici en technique discrète, c'est-à-dire lorsqu'on les utilise plutôt au laboratoire, et en technique intégrée comme on le voit ici ou ici encore. À noter qu'il n'y a aucune différence physique entre la diode et le transistor en ce qui concerne le boîtier. C'est uniquement le fonctionnement interne qui sera différent. La LED. Sa structure est identique à celle d'une diode, simplement sa constitution et sa matière permettent de définir la couleur de la lumière émise. L'intensité lumineuse émise est directement proportionnelle au courant qui traverse l'élément. Les caractéristiques d'une LED sont les suivantes. Pour une intensité lumineuse donnée, on a une tension de travail donnée par le fabricant et un courant de fonctionnement également donné par le fabricant. Le montage classique est le suivant. Lorsque la tension d'alimentation dépasse la tension nécessaire à allumer la LED, on utilise une résistance qui va permettre de limiter le courant à travers l'élément et la résistance se calcule avec la formule ici.
En ce qui concerne le rendement, au point de vue lumineux, on peut considérer que le rendement théorique maximum est de 680 lumens par watt. Cette notion de lumen fait intervenir la sensibilité de l'œil qui n'est pas régulière en fonction de la longueur d'onde. Ça nous permet d'avoir une notion subjective de l'intensité lumineuse, donc proche de ce que nous percevons et pas ce qu'on aurait si on travaillait directement en watts. Une LED standard permet d'émettre environ 2 lumens par watt, ce qui correspond à un rendement approximatif de 0,3%. Une lampe à incandescence de 40 watts, tout à fait classique, elle, émet environ 10 lumens par watt, ce qui correspond à un rendement d'1,5% uniquement. Un tube fluorescent de 32 watts émet environ 60 lumens par watt, ce qui correspond à un rendement déjà meilleur de 9%. 10 LED de puissance, celles qu'on utilise actuellement dans l'éclairage, permettent facilement d'obtenir 80 lumens par watt, ce qui permet un rendement d'environ 12%. Au point de vue du laboratoire, on a déjà pu réaliser des LED dont l'intensité lumineuse était dans les 280 lumens par watt, ce qui correspond à un rendement d'environ 40%. À l'avenir, il est évident que les anciennes lampes, que ce soit les fluorescentes ou les tubes dits économiques, vont disparaître et être remplacés progressivement par des LED. La photodiode, toujours basée sur la structure d'une diode, toujours avec une interaction entre la lumière et la matière, permet d'obtenir un courant qui va être proportionnel à l'intensité lumineuse. Ce genre d'élément s'utilise pour la détection de lumière donc, la mesure de la lumière ainsi que pour la production d'électricité. C'est toutes les cellules photovoltaïques. Le phototransistor est une photodiode couplée à un transistor, le transistor étant utilisé pour amplifier le courant. Sa caractéristique est aussi un courant proportionnel à l'intensité lumineuse. Par contre, sa caractéristique est moins linéaire que dans le cas d'une photodiode, et cet élément est surtout utilisé pour des applications de détection de lumière. L'optocoupleur est un assemblage d'une LED et d'un phototransistor dans le même boîtier. La transmission de l'information se fait par couplage optique. Donc le fait d'allumer la LED permet de faire conduire le phototransistor, donc de transmettre des informations depuis le circuit de la LED vers le circuit au phototransistor. L'avantage de cet élément est de permettre une isolation galvanique, c'est-à-dire aucune connexion électrique entre la partie du côté de la LED et la partie du côté du phototransistor. Ceci est utile notamment dans le domaine de forte puissance, typiquement de la machine-outil, où d'un côté on a de forte puissance à cause des moteurs qu'on utilise dans le domaine de l'usinage, de l'autre côté on a des éléments micro-informatiques très sensibles qu'on préfère isoler complètement de la partie haute puissance. Cette isolation peut se faire avec ce genre d'éléments. Le relais. Le relais est composé d'un bobinage, d'un élément ferromagnétique qui peut être mobile par rapport au bobinage, et d'un interrupteur qui est solidaire de la pièce ferromagnétique. Lorsqu'on applique une tension sur le bobinage, un certain courant circule dans le bobinage, ce qui génère un champ magnétique, et le champ magnétique aura pour effet de déplacer la pièce ferromagnétique, donc au final de fermer l'interrupteur. Le relais est donc un interrupteur commandé par une tension. La grande différence qui existe entre le MOS que nous avons vu précédemment et cet élément est le fait que ceci est véritablement un interrupteur physique, donc un interrupteur qui peut sans autre commander des puissances importantes, typiquement être connecté directement sur le 230 volts, ce qui n'est pas possible avec un MOS. Le symbole du relais est le suivant, donc relativement proche de la structure mécanique de l'élément. Et voici quelques illustrations de relais, une version complètement intégrée, une version ici où on voit les éléments apparents à l'intérieur du boîtier. Une dernière possibilité, le relais RID ici,
qui n'a pas sa bobine, la bobine devant être ajoutée par l'utilisateur, qui va donc être actionnée par le champ magnétique qu'on va appliquer près de l'élément. Ça veut donc dire que le relais Reed peut être actionné simplement par un aimant qu'on approche de l'élément. Ceci peut être utilisé pour détecter si un élément est présent ou pas, par exemple si une porte est fermée ou non, simplement en ayant un aimant proche du relais ou éloigné du relais en fonction de la position de la porte. Lorsqu'on utilise un microcontrôleur, le courant à disposition à la sortie du microcontrôleur est souvent insuffisant. Il est donc nécessaire d'amplifier ce courant et pour ce faire, on utilise un transistor MOS avec le montage suivant. Lorsqu'on souhaite commander des puissances plus élevées, notamment au niveau du secteur, une solution relativement simple est d'utiliser un transistor MOS pour amplifier le courant qui va permettre d'actionner un relais, et le relais lui-même va permettre d'actionner l'interrupteur qui, lui, permet de commander des puissances nettement plus importantes de l'ordre de quelques kilowatts.